d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps qui naissent, qui brillent et puis qui glissent en retombant vers l'océan. Et ça fait des étoiles de mer, ça met dans les yeux des enfants. Dimanche 12 juillet 2026, Nice se souvient. Bonjour, ravi de vous retrouver pour cette prise d'antenne exceptionnelle. On est ensemble pendant 2 heures sur ici Provence-Alpes-Côte d'Azur et en live sur nos réseaux sociaux. Dans quelques minutes, va s'élancer sur la promenade des Anglais une grande marche hommage 10 ans après l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. Une marche voulue par les victimes elles-mêmes, ouverte à toutes et tous, et une marche dont le parcours est plus que symbolique puisqu'elle va partir de l'hôpital Lanval, cet hôpital pour enfants devant lequel le camion du terroriste avait fauché les toutes premières victimes, pour rejoindre le kiosque à musique au jardin Albert Ier, à l'autre bout de la promenade des Anglais, autre lieu emblématique de cet attentat, et on en reparlera dans un instant. Les premiers participants, vous le voyez, sont déjà là, et à leur côté, on retrouvera tout au long de cette marche nos 3 reporters. Coralie Chaillan et Dominique Poulain seront aux côtés des participants, et puis Ferrero nous attend à l'arrivée devant ce fameux kiosque à musique où seront déposées des roses. Une marche qui passera juste devant nous puisque nous avons installé notre plateau dans les jardins de la Villa Masséna. Et là aussi, ça n'est pas un lieu que nous avons choisi au hasard. La Villa Masséna devenue lieu de mémoire puisque c'est ici qu'a été érigé le mémorial en hommage aux victimes, et on ira sûrement y faire un petit tour dans un instant. Je serai accompagnée par le maître des lieux, Jean-Pierre Barbero. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Vous êtes le directeur de la Villa Masséna. Vous étiez ici même le soir du 14 juillet, puisque c'est là qu'avait eu lieu la Garden Party, juste après le défilé militaire et juste avant ce qui devait être un grand soir de fête sur la promenade des Anglais. La promenade des Anglais a été évidemment fermée à la circulation, et Jean-Pierre Barbero, on retrouve un peu, et c'est assez spécial, l'ambiance des 15, 16, 17 juillet, quand sur la promenade des Anglais, plus aucun véhicule ne circulait. Quelques touristes les jours suivants, mais un calme assez déconcertant. Ce matin, ce que je ressens, c'est ce qu'on a pu ressentir le 15 au matin. On avait toute la nuit accompagné les victimes, on avait essayé de faire ce qui était le mieux pour tout le monde. Pardon. Oui. Et en fait, on est arrivé, il y avait ce silence où pas le moindre, même bruit d'oiseau. C'était surprenant de voir cette promenade qui était habituellement remplie avec la fête, la musique, et même en journée, les voitures, les gens qui vont à la plage, et d'un seul coup, plus rien. Ouais, on se retrouve un peu dans cette même ambiance ce matin, et on imagine évidemment la solennité de cette marche qui va s'élancer dans un instant. Et pour la sincérité de son témoignage, Jean-Pierre Barbero, on a entendu 2 choses dans ce que nous a dit avec beaucoup d'émotion Caroline Villani. On ne veut pas être oublié. Il y a vraiment cette obsession chez les victimes de l'attentat de Nice qu'elles ne sont pas des victimes de seconde zone, que oui, le 14 juillet, la France regarde ailleurs, fait la fête, c'est le jour de la fête nationale, mais elles ne veulent pas être oubliées. Elles veulent surtout qu'on rende hommage à leurs proches, comme on a pu le faire pour les victimes du Bataclan et des victimes des terrasses du 13 novembre il y a quelques mois, pour le même 10e anniversaire. Ça, c'est vraiment une obsession. C'est quelque chose qui marque forcément. On a touché bien plus d'ailleurs que simplement un accident, un attentat. On a touché quelque chose qui était fort, qui était le 14 juillet, qui est notre fête nationale. On a touché tout le monde, des plus jeunes qui avaient 2 ans jusqu'aux plus anciens. On a touché tous les cultes. Et en même temps, on peut croire peut-être, c'est pas forcément sûr, mais que cette mémoire disparaît avec le temps, parce qu'il y a la vie. C'est la question de la résilience. D'ailleurs, on ne peut pas être dans le deuil tout le temps, mais il y a aussi cette obligation de se rappeler, de faire que si on construit demain, on le construit avec la mémoire de ce qui s'est passé pour que ça ne se reproduise plus. Ouais. Et on parlera évidemment de ce devoir de mémoire, puisque vous accueillez à la Villa Masséna une exposition dont vous êtes le commissaire et que vous avez co-construite avec Anne Muris, une victime de l'attentat qui a perdu sa fille Camille le 14 juillet 2016. On en reparlera dans un instant. Ce qu'on entend aussi dans le témoignage de Caroline Villani, qui vient ici pour la première fois et qui, à chaque fois qu'elle vient à Nice, pour la connaître un tout petit peu,
passe par la voie rapide. Elle vient le moins possible à Nice. Et quand elle y est contrainte, elle ne passe pas par la promenade des Anglais. Et cette marche, pour sûrement d'autres victimes qu'elle aussi, ça va être une épreuve en soi et en même temps un besoin. C'est une épreuve, mais en même temps, lorsque vous regardez les commémorations, habituellement, vous faites des commémorations assises. On est assis, on est passif. Et on entend. Et en fait, déjà dans l'histoire, lorsque vous prenez les processions, la marche de Compostelle ou à la Mecque, quelles que soient les religions, à un moment donné, on avance. Et peut-être qu'aujourd'hui, on va faire autre chose. On va avancer notre futur, avancer dans cette mémoire, mais pour continuer à construire quelque chose. C'est le corps qui est en même temps en mouvement, en même temps que c'est la mémoire et l'esprit. Alors, c'est vrai qu'il y a eu un petit flottement sur cette question. Vous parliez des participants venus en tenue blanche. Est-ce que c'est une marche blanche? On a demandé aux organisateurs et ils nous ont dit non, ça n'est pas une marche blanche, mais évidemment, spontanément, les gens ont pu avoir envie d'arborer cette couleur blanche, comme les roses d'ailleurs, qui il me semble, sont blanches également. Ce qu'on entend dans ce que nous dit Dominique Poulain, Jean-Pierre Barbero, c'est que cet attentat, il a tellement été massif, il y avait près de 30 000 personnes sur la promenade des Anglais le soir du 14 juillet. Ça veut dire qu'à Nice, tout le monde connaît quelqu'un qui était présent sur la promenade des Anglais ou qui s'est inquiété pour un de ses proches. C'est une onde de choc immense pour toute une ville et on le mesure encore aujourd'hui. On le mesure parce que, oui, tous les Niçois étaient concernés. La prom party qui avait lieu, les concerts qui étaient là, le feu d'artifice qui allait être tiré, il faisait plutôt beau. Ce qui a peut-être amené qu'il y ait eu un peu moins de victimes aussi. Il y en a eu beaucoup. Mais c'est qu'à un moment donné, il y a quelques gouttes qui ont commencé à tomber au moment de cette soirée. Certains sont rentrés. Et chacun peut penser qu'il y avait quelqu'un de sa famille, de ses amis qui était là. C'est le moment où, normalement, à Nice, on se retrouve tous. On est là pour faire la fête. On avait 5 groupes ou 6 groupes de musique. On était, qu'on aime le tango ou le rock, quel que soit son esprit, on était là, les jeunes qui venaient pour la première fois parce qu'ils avaient eu l'autorisation de sortir. C'était un moment de fête. Un moment de fête qui s'arrête brutalement. C'est certain que à ce moment-là, lorsque d'un seul coup, on voit un message, on voit sur Facebook que quelqu'un a été touché. On commence à voir ce qu'on a vu sur les réseaux, des doutes sur ce qui se passait dans Nice. Est-ce qu'il y a un autre attentat Place Masséna? Dans quelles conditions? Pourquoi? Tous ces éléments-là ont marqué les Niçois. Ils nous ont tous marqués. Niçois, et puis lorsque je dis Nice, la Côte d'Azur. Et bien au-delà, parce qu'il y a eu énormément de nationalités étrangères qui ont été aussi concernées par cet attentat. Vous, le soir du 14 juillet, vous êtes à l'intérieur de la Villa Masséna, puisque vous accueillez la Garden Party qui a eu lieu juste après le défilé militaire. Oui, parce que chaque fois qu'il y a un défilé qui part du côté du théâtre de Verdure et se termine au Negresco, les forces sont remerciées dans le jardin. Et à un moment donné, on était à ce moment où les pilotes qui avaient défilé, les pompiers, l'ensemble des groupes étaient ici pour ce moment qui est un moment important de la vie de la nation. Et puis, petit à petit, après avoir annoncé toute la soirée qu'il fallait aller écouter la musique, voir le feu d'artifice, on a arrêté cette soirée. Oui, vous, c'est ce que vous dites aux gens en partant, c'est ce dont vous vous souvenez aujourd'hui. J'ai dit aux gens d'aller faire la fête sur la prom. Mais bien sûr. Vous en avez une forme de culpabilité aujourd'hui? Même si vous, évidemment, vous n'y pouviez rien à ce moment-là. Tout le monde peut se sentir coupable à un moment donné. Ce que j'ai ressenti, c'est que on n'imagine pas. On était, oui, dans le contexte de ce qui s'était passé au Bataclan. On était, bien sûr, en protection Vigipirate. On regardait, on faisait tout correctement. Mais les équipes de sûreté, les gens qui étaient avec moi, travaillaient correctement. Mais en même temps, qui c'est qui pouvait imaginer qu'un camion allait passer sur cette promenade des Anglais alors qu'on est là en train de faire la fête, en train de penser à un moment de joie? Alors, il faut quand même dire que
il faut quand même dire qu'aujourd'hui encore, les victimes se posent la question du dispositif de sécurité, s'il était suffisant ou pas. On ne rentrera pas dans le débat, mais en effet, il faut quand même le préciser, il y a une instruction qui est en cours pour déterminer d'éventuelles failles dans le dispositif de sécurité et d'éventuelles responsabilités de la part de la mairie ou de l'État. Jean-Pierre Barbero, la marche qui vient de s'élancer. On entendait Thierry Vimal dire on aurait voulu que cette marche soit accompagnée d'une œuvre mémoriale participative. Elle avait été proposée par une artiste, Célia Vial, artiste plasticienne qui a perdu sa mère, Marie-Pierre, dans l'attentat du 14 juillet. Ça manquera, cette marche. L'idée, c'était que cet hommage mémorial s'appelait comme une étreinte, et l'idée, c'était que chaque Niçois, chaque participant de cette marche qui le souhaitait puisse enserrer une boule d'argile et que ces traces de mains puissent être ensuite composer un tableau à travers une accumulation, et que cette œuvre, elle reste, et que l'empreinte des Niçois reste pour ces 10 ans de l'attentat. Est-ce que ça manquera ? Sur ce sujet-là, j'ai une petite difficulté, c'est que je connais un peu le dossier. C'est pas un moment de polémique aujourd'hui. Je pense que la construction d'une œuvre peut se faire. Tout dépend si c'est une œuvre bénévole ou si c'est une œuvre rémunérée. Non, oui, alors, et tout ça, je n'ai pas envie d'en parler. Non, mais on va en effet pas ouvrir la contexte. polémique. Moi, je vous parlais de l'importance d'une œuvre mémorielle, mais il faut quand même préciser que Célia Vial, qui est en effet artiste, et c'est son métier, et on peut imaginer qu'elle puisse être rémunérée pour ce qu'elle fait, avait accepté de le faire bénévolement. Donc on ne va pas rentrer dans les raisons de pourquoi cette œuvre n'a pas été retenue. En l'occurrence, ça n'a pas fait l'unanimité parmi toutes les associations. Mais est-ce que vous pensez qu'il va manquer, vous qui êtes un homme de mémoire, on va parler dans un instant de votre exposition à la Villa Masséna, est-ce qu'il va manquer une œuvre mémorielle qui restera après ces 10 ans ? À l'heure actuelle, ce qui a été retenu, c'est les 86 chaises qui seront sur la place Masséna. C'est ces chaises qui seront vides, qui, sans découvrir la cérémonie, vont marquer la cérémonie en présence du président de la République, qui sont des chaises bleues qui seront positionnées pour ne pas oublier. C'est un choix de toutes les associations, en définitif. C'est vrai qu'il peut y avoir plein de gestes, et les gestes ne s'arrêtent pas à un moment donné portés par la ville. Ils se portent par tous les artistes que je peux rencontrer moi au musée, et qui, par des dessins, par des textes, j'ai reçu des textes, des poèmes là dernièrement. Tout le monde veut marquer, mais j'allais dire... Le geste artistique est un geste fort, hein, qui est complexe. Hein. C'est-à-dire que chacun d'entre nous, à un moment donné, a envie de réaliser quelque chose. Et ça va apparaître. On va le voir. C'était comme les gestes symboliques au moment du kiosque où on amenait des peluches, où on amène des affaires. Et on me dit justement qu'il y a de l'art en ce moment à écouter. On va se taire, écouter une harpiste. Ouais, c'est vraiment un moment suspendu. Merci de nous l'avoir fait partager, Livio. Merci aussi à Frédéric Cerulli qui est avec vous à la caméra. Alors la marche s'était lancée, on l'a dit, Jean-Pierre Barbero. On me dit qu'il y a beaucoup de monde au départ. Elle est partie de Lanval. C'est à environ 2 kilomètres. 2 kilomètres d'ici. 25, 30 minutes de marche, on va dire peut-être un peu plus dans le cadre d'une déambulation collective. Elle va passer juste devant nous. Or, il se trouve qu'ici, il y a le mémorial en hommage aux victimes de l'attentat, qui était un mémorial au départ provisoire. Alors, en fait, lorsqu'on s'est posé la question, là encore, de mettre en place le mémorial, il y avait une question de fond. Il fallait, et vous l'avez dit tout à l'heure, que les familles des victimes puissent venir au mémorial sans passer par la promenade des Anglais. Et je vous coupe juste un instant parce que je vais peut-être demander justement à un de nos collègues cadreurs de pouvoir aller faire quelques images du mémorial, si c'est possible, pour qu'on puisse quand même voir, en même temps qu'on en parle, ce mémorial, même s'il est maintenant, évidemment, dans la mémoire collective. Et en fait, il y avait la question du mémorial, hein, où le mettre et comment faire qu'il soit un lieu de recueillement et un lieu accessible à tous. Et lorsque vous êtes sur la promenade des Anglais, entre le kiosque à musique et Lanval,
vous verrez qu'il n'y a pas énormément d'espace accessible par la rue de France et sur la promenade visible. Et de là, la question qui se posait, une question de sécurité, une question de recueillement. Le choix du jardin de la Villa Masséna s'est orienté très vite. Après, il y avait la question de voir comment faire que ce chœur qui a été dessiné et qui a été offert par l'OGC Nice, et on en parlera peut-être tout à l'heure, mais l'importance de ce match du 14 août 2016, comment en fait, d'un seul coup, pour une fois, tout un stade s'est recueilli de manière unique et unanime. Et puis, lorsque le mémorial a été choisi, le lieu a été choisi, il fallait déterminer comment a été construit ce mémorial. Et lorsque vous le regardez de près, vous verrez que c'est la fontaine de François Hollande, du président. Du président, au moment de l'hommage national en octobre 2016. Et on voit Jean-Pierre Barbero arriver, les premiers cars de police, de CRS, peut-être de gendarmerie, de CRS et de police évidemment, qui jalonnent la marche. Ça veut dire que les marcheurs sont plus très loin. Et en face de nous, je ne sais pas si tu vas pouvoir, Lionel, nous le montrer, mais en face de nous, eh bien, vous voyez des pointus, beaucoup de pointus qui sont venus mouiller dans la baie des Anges, probablement Jean-Pierre Barbero pour assister à leur manière, à leur marche. Et d'ailleurs, on a entendu tout à l'heure des autorités crier dans le micro que la baignade, enfin pas crier, mais en tout cas annoncer que la baignade était interdite le temps de passage de la marche. Même en mer, ça doit être un moment de recueillement. C'est un moment de recueillement important et je dirais que c'est pas forcément un moment où on doit faire la fête, où on est amené à avoir des jeux de plage. En même temps, je dirais que le contexte de surveillance entraîne aussi des obligations, que ce soit maritimes ou anti-drone ou tout ce qu'il peut y avoir en termes de sécurité aujourd'hui. Et puis oui, l'hommage des pointus, c'est important parce que là encore, c'est Nice, c'est notre histoire. Le peuple de Nice, c'est au départ des paysans, mais c'est la pêche, c'est un élément fort. Et voir tous ces pointus en train de sur le parcours, c'est quelque chose de fort et je dirais de lumineux sur notre baie. Lumineux. De lumineux, oui. Et c'est vrai que là, on est face à ce qu'il y a peut-être de plus beau sur la Côte d'Azur, cette baie des Anges, les pointus. C'est vrai qu'au lendemain de l'attentat, beaucoup de victimes, beaucoup de Niçois d'ailleurs, avaient été très choqués de voir dans les jours qui ont suivi l'attentat des joggeurs fouler la promenade des Anglais comme si de rien n'était, des touristes venir se baigner comme si de rien n'était, sur des plages qui ont elles-mêmes été fortement impactées. On se souvient que les draps qui ont été posés sur le corps des victimes étaient souvent des nappes qui venaient de ces restaurants de plage. Et voilà, on a l'impression que 2-3 jours après, la page était tournée pour beaucoup de monde. Et ça a pu choquer. En fait, la question, c'est que chacun vit à sa manière un deuil ou un événement. Et ce qui peut être très fort pour certains, leur résilience pour d'autres, c'est simplement reprendre la promenade comme si rien n'était. Et là, c'est ni un jugement pour ou contre, c'est juste comment chacun de nous décide de vivre ce moment. Dans les familles, certaines n'ont pas remarché sur la promenade depuis longtemps, on l'a entendu tout à l'heure. Et d'autres ont voulu le faire de suite parce que c'était la solution pour pouvoir essayer de continuer à vivre. Soigner le mal par le mal, en quelque sorte. En tout cas, il y a beaucoup d'anonymes qui sont non pas en train de bronzer sur la plage, mais dans la marche. Et Dominique Poulain, je crois que vous êtes avec une de ces personnes. Mais on a bien compris aujourd'hui qu'il n'était pas question de politique aujourd'hui dans cette marche. Tout le monde est là, évidemment, pour communier avec les victimes et leurs proches. Et on voit Jean-Pierre Barbero, ça y est, la marche arrive sous nos yeux, encadrée par des cars de police. Et probablement, alors ça c'est vraiment une question qu'on s'est posée, le mémorial, il est juste à côté de nous, là, dans les jardins de la Villa Masséna. Qu'est-ce qui se passe si quelques victimes souhaitent s'y rendre et déposer peut-être un mot, une fleur, une pensée pour leurs proches ? Le mémorial est toujours ouvert jour et nuit, en fait. Lorsque quelqu'un souhaite réellement se recueillir, on a toujours été amené à l'ouvrir. Donc c'est un lieu justement vraiment fait pour le recueillement de tout le monde. Ouais. Et on prend conscience là maintenant, nous deux, puisqu'évidemment
maintenant qu'on la découvre sous nos yeux de l'ampleur de cette marche. Hein. Oui. Donc, C'est une dont on ne marche voit qui pas, mobilise. dont on voit pas le bout, On hein. peut déjà, même si on ne voit pas l'intégralité, on va aller voir lorsqu'il passe devant la villa, mais si on prend la largeur de la promenade des Anglais et les 8 mètres, hein, et lorsqu'on voit la densité qu'on commence à voir, sûrement vous à l'image et nous sur site, on voit bien qu'il y a une mobilisation forte. Il y a réellement, je pense, une volonté d'accompagner les victimes, mais de montrer aussi que Nice est unie. En fait, c'est l'union des Niçois face à l'horreur. Et d'ailleurs, c'est peut-être, vous allez me dire ce que vous en pensez, un petit miracle que Nice n'ait pas craqué au lendemain de cet attentat. Parce qu'on a vu à la fois que les premières victimes étaient musulmanes, à la fois que les musulmans pouvaient se faire insulter le lendemain de l'attentat sur cette même promenade des Anglais. C'est un petit miracle que ça ait tenu, que ça n'ait pas craqué. On peut espérer que Nice, qui a toujours été avec l'histoire une ville ouverte au culte, pouvait justement continuer à vivre, parce que c'est peut-être le geste de quelqu'un qui a une religion, mais c'est le geste d'une personne isolée. C'est pas un geste religieux d'un ensemble de religieux, même s'il y a une revendication derrière. Ce qui était important, et je crois que c'était le point fort, c'est que tous les cultes ont décidé de suite, dès le 15, de se mobiliser. Et on voit là arriver en tête de cortège, je le découvre en même temps que vous, vous à l'antenne, vous l'avez sûrement vu depuis le début, en tête de cortège, c'est une ligne de victimes. Voilà, c'était vraiment une marche voulue par les victimes, organisée par les victimes, et ce sont elles qui sont au premier rang, lorsque d'habitude dans les têtes de cortège on voit souvent des officiels. Je reconnais Anne Muris, la maman de Camille Muris qui est morte le soir du 14 juillet. Je reconnais aussi Monsieur Borla qui a perdu sa fille, l'une des sœurs jumelles, Laura, qui était elle aussi présente sur la promenade des Anglais, et il me semble que son épouse est à ses côtés, et c'est évidemment ces victimes qui mènent la marche, qui d'ailleurs se tiennent la main. On voit Anne Muris serrer la main d'une dame à ses côtés. Quand on vous parle de moments de communion, eh bien voilà, il est réel. Et en effet, eh bien beaucoup sont en tenue blanche. Donc voilà, on aperçoit aussi Thierry Vimal, que vous avez entendu au début de cette marche. Thierry Vimal qui avait assisté à une marche similaire à Paris pour les commémorations du 13 novembre et qui espérait lui aussi que ce moment de communion entre habitants, entre victimes, non victimes, puisse avoir lieu. Voilà, ces milliers de participants qui passent devant, on vous le disait, une rangée de pointus qui se sont mis face à eux, qui ont mouillé dans la baie des Anges pour pouvoir eux aussi participer à leur manière à cette marche. Une marche silencieuse, Coralie et Dominique nous la décrivaient ainsi. En effet, on sent toute la solennité et le recueillement voulu par ces marcheurs. C'est très très émouvant de voir cette foule, en fait, quelque part symboliquement, Jean-Pierre Barbero, laisser sa marque sur le tracé meurtrier du camion et dire « c'est nous ». Qui passons sur cette prom-là et qui marquons de notre empreinte cette prom, comme pour effacer l'horreur. C'est un symbole très fort, c'est un symbole pour montrer que la vie continue. C'est important. Ne pas oublier, mais continuer à vivre, continuer à se construire. Et tout à l'heure, je disais, au lieu d'être assis, on avance. Et là, tout le monde avance ensemble. Les victimes, les familles des victimes, quels que soient les partis politiques, et je les ai vus, ils étaient présents, quel que soit l'âge, vous aviez de très jeunes qui étaient là, qui marchent. Lorsqu'on regarde comment, en fait, on peut se mobiliser pour croire à l'avenir, c'est quelque chose qui est important. Ce qu'on a pu aussi comprendre de cette marche pour certaines victimes, c'est que chacun avait la possibilité de choisir son lieu de recueillement. Jean-Pierre Barbero, certaines victimes nous ont dit, moi, la rose blanche, je la déposerai à l'endroit où j'ai perdu ma femme, mon fils, mon ami, mon frère. À cet endroit-là, je sais précisément où ça se trouve sur la promenade des Anglais. Je m'arrêterai quelques instants et je me recueillerai. C'est ça aussi, cette marche.
C'est là encore un point important de la manière dont travaille son deuil. C'est-à-dire que chacun qui a perdu quelqu'un se rappellera à tout jamais ce moment-là et le lieu. On est forcément marqué. Le lieu de recueillement, et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du mémorial, est un lieu qui est un lieu unique pour tout le monde, mais forcément, chacun, dans son acte, fait qu'il va vivre à sa manière, déposer une rose ou pas, s'arrêter sur le lieu, avoir une prière, si on est croyant, quelle que soit la religion. Le fait lorsque vous prenez l'Ange de la Baie, qui est un lieu qui a été voulu par les associations, c'est le lieu où le camion s'est arrêté. C'est un lieu différent qui fait référence à un autre acte que le mémorial, qui est un lieu choisi de moments de réflexion. Et chacun des personnes qui est passé sur cette promenade, en fait, a vu à sa manière ou a revécu ce moment-là. On n'est pas dans la tête des gens. En fait, il y a ce qu'on dit, ce qu'on fait, et puis cette mémoire qui travaille au fur et à mesure et qui va faire que lorsqu'on est à un moment, dans un lieu, et en plus surtout lorsqu'on se positionne comme ce matin, à devoir revivre, et depuis maintenant plus d'une semaine, 15 jours, hein, on est tous amenés, vous y travaillez, et vous étiez aussi sûrement, comme beaucoup d'équipes sur la promenade, à revoir les images du camion, à revoir les blessés. En fait, ce moment-là est un moment qui est pris par les familles, parce que en fait, les victimes nous regardent du ciel. D'accord ? Mais c'est un moment qui doit être vu, qui doit accompagner la personne. Alors oui, déposer une rose, hein, de s'arrêter un moment, essayer de communier avec une autre personne, se tenir la main. Chacun de ces gestes-là, c'est des gestes qui, avec l'histoire, se sont perpétués. On est dans ces processions, dans ces pèlerinages, dans ce mode de communion où tous ensemble, on atteint un objectif, essayer d'avancer. Et on a senti là, pour le coup, en effet, aujourd'hui, une volonté de communion, d'unité, ce qui n'a pas toujours été le cas à Nice, sur cet attentat particulièrement. Mais aujourd'hui, chacune des personnalités politiques qui ont pris la parole l'ont fait dans un esprit de rassemblement et d'unité. C'est vraiment un moment rare à Nice, il faut le dire. Oui, mais j'allais dire, comment ça pourrait être autrement aujourd'hui ? Aujourd'hui, on parle d'un moment fort, hein, et il n'y a plus de politique, il n'y a plus d'associations, il y a des gens. Et justement là, on me dit que le dépôt de gerbes a lieu en ce moment devant la stèle. On va le suivre en direct. D'aide aux victimes du 14 juillet 2016. Vous voyez donc les gerbes être déposées les unes après les autres. On a vu notamment celle du président de la région, Renaud Muselier, quand on dit qu'aujourd'hui, la politique est totalement absente de cette cérémonie. Jean-Pierre Barbero, on en parlait à l'instant, mais évidemment,
les querelles sont oubliées aujourd'hui. On est dans un grand moment d'unité, de communion. Vous nous parliez tout à l'heure de cet ange de la baie. Ça devait être justement à ce moment-là que le mémorial des anges aurait dû être celui qui est dans la Villa Masséna, à 2 pas de là où nous sommes. Ça devait être un monument provisoire, vous nous le confirmez. C'était initialement provisoire dans le contexte où, au départ, il fallait que l'ensemble des associations se mettent d'accord sur quel monument et dans quelles conditions. Il y a eu plein de sujets et lorsqu'on regarde l'association Mémorial des Anges qui porte le futur musée contre les attentats ou du terrorisme, ça dépend comment on veut l'appeler, chacun a sa vision de ce qu'il faut mettre à l'intérieur d'une commémoration. D'abord, il y avait la question, faut-il que cette œuvre soit sur la prom ou pas? Sur la prom, oui, mais à quel endroit précisément? Comment vous la trouvez-vous? En fait, moi, ce qui se passe, c'est que si vous me parlez de l'ange de la baie, c'est en fait une œuvre artistique qui est le reflet de ce personnage en mouvement qui protège et qui rejoint nos anges. Et c'est un acte artistique. Lorsque je prends le mémorial dans le jardin, c'est un ensemble de symboles. Tout à l'heure, je vous disais la fontaine de l'hommage national avec le président Hollande, le cœur de l'OGC Nice, le nom avec les âges des victimes, les photos où, là encore, la question s'est posée. Quelles photos, comment, dans quelles conditions? Et en fait, toutes les victimes ne sont pas représentées, mais non pas parce qu'on ne le souhaite pas. C'est la liberté des familles de savoir ce qu'ils veulent représenter. Lorsque vous regardez ces photos, vous voyez des photos, vous avez une famille, vous avez 3 personnes, vous avez des photos de vie, des photos de portraits. Et chacune des familles, et c'est là aussi la liberté, c'était à montrer à un moment donné la personne qu'ils ont perdue dans la manière où eux le souhaitent. Le seul point où on a essayé de gérer au mieux, c'est lorsque vous regardez, vous avez des photos qui sont d'un même format sous plexi, tout simplement parce que au tout début, on avait mis des photos. Continuez la marche en direction du kiosque à musique. Voilà, la marche va reprendre pour sa dernière étape qui doit la mener au kiosque à musique. Point final de cette marche partie à 9h ce matin de la Fondation Lanval, l'hôpital pour enfants, qui était en première ligne le soir de l'attentat, puisqu'en effet c'est non loin de là que les premières victimes ont été tuées par le terroriste à bord de son camion. On imagine évidemment que les participants vont tour à tour s'arrêter et se recueillir devant cet ange de la baie, puisqu'il y a tellement de monde que ceux qui étaient en fin de cortège n'ont peut-être pas pu assister au dépôt de gerbes et qu'il y aura peut-être un moment de recueillement pour eux. Mais voilà, on entre dans la dernière phase de cette marche, Jean-Pierre Barbero, et on se dirige vers le kiosque à musique. Alors, il faut bien imaginer ce kiosque à musique. On va peut-être d'ailleurs vous le remontrer en image. Au lendemain de l'attentat du 14 juillet, spontanément, les Niçois, les Niçoises, les touristes, tous ceux qui avaient été profondément meurtris par cet attentat étaient venus déposer un petit mot, une bougie, des fleurs, des peluches. Parfois aussi, je vais vous dire, parce que j'en ai retrouvé moi-même, des objets perdus, abandonnés, qui avaient été déposés là par des badauds, en se disant peut-être que cette trottinette sera retrouvée par l'enfant qui a dû l'abandonner dans l'urgence. Peut-être que cette poussette retrouvera son enfant. Donc c'était vraiment un lieu particulièrement important pour les Niçois. Et d'ailleurs, tout ce qui a pu être conservé et sauvé de ce kiosque à musique a été conservé aux archives municipales, parfois dans un état vraiment déjà très abîmé, puisque évidemment exposé aux 4 vents pendant plusieurs jours. Et on retrouve certains de ces objets dans l'exposition que vous avez organisée à la Villa Masséna avec Anne Muris. Avant même de parler de l'exposition, le kiosque à musique a été important parce que on parle de résilience et de vie. Et après le 14, le 15 et le 16, se pose la question de tous ces gestes symboliques sur la promenade des Anglais. Et posé sur la promenade des Anglais, il fallait revivre, c'est un axe important, il fallait bien réouvrir la circulation, il fallait bien continuer à voir les activités. Sinon, oui, on aurait été une ville morte. Et donc, le premier choix, ça a été cette chaîne humaine qui a pris
tous ces objets sur la promenade des Anglais qui les ont portés au kiosque. Un soir, quelques jours après l'attentat. Exactement. Ce moment fort où déjà tout le monde fait une chaîne humaine. C'est le premier geste qui a été fort sur cette partie de la mémoire. Et puis, avec le temps, il ne pouvait pas rester au kiosque à musique parce que là encore, le Jardin Albert Ier est un lieu de vie. Et puis, vous avez dit, les objets, les photos, les documents, ça s'abîme. Et là, la décision a été prise de les verser aux archives de Nice Métropole. Et le travail qui est fait par Madame Duvigneau et toutes ses équipes a été important de classement, de recherche, parce que 10 ans après, et vous parlez du parcours commémoratif à la Villa, essayez de présenter des éléments pour que les personnes qui viennent puissent comprendre ce qui s'est passé, comprendre quels sont les gestes symboliques qui ont été faits. En fait, c'est d'abord un travail de protection, un travail d'archivage, avec une difficulté aujourd'hui. On est dans le monde de l'immatériel. On est dans ce monde où le courrier de deuil, le courrier d'accompagnement se fait sur un tweet. Et en fait, tous ces messages-là vont être étudiés, sont déjà étudiés, mais par des chercheurs, par toute une série de personnes, sociologues, qui ont envie de comprendre qu'est-ce que sera notre histoire. C'est en effet une marche qui se fait chacun à son rythme, chacun avec ses étapes, ses arrêts, ses moments de recueillement. Et la présence de cette invitée qu'on vient d'interviewer, l'épouse d'Hervé Gourdel, nous rappelle aussi à quel point la Côte d'Azur a été marquée par le terrorisme islamique, marquée effectivement par l'attentat qui a coûté la vie à Hervé Gourdel, l'attentat du 14 juillet. La famille Duchauffour aussi. Monsieur Duchauffour est à Nice et il y a sa femme et sa fille qui ont été touchées aussi. Et puis il ne faut pas oublier non plus Notre-Dame. C'est-à-dire que le problème du changement de la société, tout ce qui s'est passé après déjà les tours en 2000, ça y est, j'ai oublié la date, 2011, le problème des tours à New York, et puis petit à petit ce terrorisme qui s'est intégré et qui a j'allais dire pourri. Voilà, le mot qui me vient, c'est pourri notre société. Nous a gâché nos vies. Mais Nice a été particulièrement touchée. Vous rappeliez évidemment Notre-Dame. Quand on va à la colline du Château, sur le lieu d'hommage des victimes du terrorisme, on se rend compte à quel point le terrorisme islamiste a endeuillé cette ville. Ça a été aussi un foyer de recrutement de jeunes partis faire le djihad en Syrie. Voilà, on n'est pas dans une ville complètement choisie. En tout cas, voilà, cette ville est marquée au fer rouge par le terrorisme islamiste. Notre problème, peut-être, c'est qu'on est une ville très visible, on est une ville touristique, on est une ville qui est ouverte à tous. Et lorsqu'on est ouvert à tous, même tous ne sont pas toujours des personnes qui ont le même sens que nous voudrions avoir. C'est pas que je choisis mes mots, c'est que c'est juste difficile de comprendre comment, à la fois dans une ville où on a le soleil, la mer, la joie de vivre, le plaisir de vivre, une ville qui dès le 19e devient un lieu de villégiature, un lieu ouvert à l'Europe, et on est proche du Negresco, cette roi et reine qui l'inaugure, c'est un lieu ouvert aux autres. Et l'ouverture aux autres fait qu'à un moment donné, un jour, quelqu'un décide de faire un geste parce qu'il est accompagné, mal porté. C'est un problème d'éducation, c'est un problème, je ne pense pas un problème de religion. La religion, c'est pas ça. Les religions, lorsque vous prenez le Coran, la Bible, la Torah, et que vous regardez ces trois religions frères, sœurs, c'est un écrit sur l'autre. Et en fait, on n'est pas face à ce problème. Par contre, on a une société qui, petit à petit, a changé. Et elle nous amène à ces gestes qui sont incompréhensibles. Et qui, lorsque vous dites Nice est un lieu où il y a eu des recrutements, il y en a eu en France un peu partout. Est-ce que Nice a été un lieu important? Oui, il y a eu un foyer de recrutement à l'est de Nice et un djihadiste tristement célèbre dont
dont on ne fera pas de publicité aujourd'hui. Voilà, mais Honnêtement, pas on le n'en a but. pas très envie. En tout cas, face à cette barbarie, Jean-Pierre Barbero, eh bien, Nice oppose aujourd'hui le beau, l'art. On a entendu pendant qu'on se parlait quelques notes de harpe et qu'est-ce que ça fait du bien en effet, et qu'est-ce que c'est apaisant. On est ensemble depuis bientôt 2 heures et en effet Jean-Pierre Barbero, on vit des moments très forts, on entend beaucoup d'émotions de la part de victimes, de la part d'anonymes. Et on voit bien à quel point cet attentat, il a touché chacun des Niçois dans son cœur, même cette dame qui n'était pas présente, qui a eu le sentiment d'avoir échappé au pire ce soir-là et qui, malgré son léger handicap, est venue marcher ces 2 kilomètres de marche solennelle pour être aux côtés des victimes. Et on voit à quel point bien, les larmes sont difficilement retenues dans cette marche. Déjà, lorsqu'ils sont passés devant nous, on s'est bien rendu compte que tout le monde se taisait. Ce n'était pas un lieu de promenade entre copains où on vient discuter de ce qu'on fera après, quel restaurant. Tout le monde était très impliqué. Et on ne peut pas ne pas avoir de larmes lorsqu'on s'en rappelle. C'est toujours difficile d'essayer de parler d'un sentiment triste et en même temps de rester à l'extérieur. C'est ce qu'on fait ce matin. C'est ce qu'on fait tous les deux. C'est-à-dire que, on a des sentiments et on les oublie. On les oublie parce qu'on veut communiquer, on veut transmettre. Mais à un moment donné, ce geste avec la rose, ce geste devant l'ange de la baie, le fait que tout le monde ressent ça. Il y a une onde, il y a un aura, je ne sais pas, vous mettez le mot que vous voulez, parce que ce ne sont que des mots, mais c'est des moments de communion où d'un seul coup, dans un lieu unique, tout le monde ressent la même chose. Et certains se demandaient d'ailleurs si c'est le moment le plus émouvant, le plus touchant, le plus fort de ces commémorations. C'était pas ce qu'on est en train de vivre, Jean-Pierre Barbero, sur cette promenade des Anglais. Chaque moment est différent parce que ce moment-là, c'est un moment où tout le peuple de Nice pouvait venir se déplacer sur la promenade des Anglais, rendre hommage, se rappeler et porter ensemble un message. Les commémorations sur la place Masséna, c'est autre chose, c'est l'État, c'est ce qu'on verra mardi. Demain, dans le jardin, la cérémonie interreligieuse, c'était autre chose. Chaque élément, c'est une partie du message et une partie de la mémoire. Ouais. Et puisqu'on parle justement de recueillement et de mémoire, il y a une question en suspens. Alors je vais vous demander votre avis, mais je pense deviner la réponse. Éric Ciotti, mais pas seulement, d'autres Niçois, certains à travers une pétition, ont demandé que mardi soir, une minute de silence soit observée avant le match de foot France-Espagne, parce qu'il faut bien imaginer que en plein spectacle de drone, en pleine commémoration avec l'allumage des faisceaux, eh bien, à l'autre bout de la planète, de l'autre côté de l'Atlantique, se jouera un moment aussi très important pour la nation, évidemment, et que beaucoup de Français vont regarder. C'est le match France-Espagne dans cette Coupe du Monde. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, encore l'espoir que la FIFA entende le peuple de Nice et permette, en effet, cette minute de silence? Je ne peux pas imaginer qu'ils ne le fassent pas parce que lorsque vous regardez les hommages qu'il y a eu dans le monde entier, la nuit du 14 au 15, tous ces bâtiments dans le monde entier illuminés aux couleurs de la France, bleu, blanc, rouge. Lorsque vous regardez dernièrement le match avec Nice-Lens, comment à la 86e minute tout le monde a bougé. Lorsque on regarde les messages qui sont passés, je dirais que Nice va être représenté forcément dans le match et faire une minute de silence ou aborder la 86e minute, peut-être, il pourrait aussi y penser. C'est quelque chose qui peut marquer, simplement pas marquer uniquement le fait que Nice est le centre du monde. On n'est pas le centre du monde. On est la plus belle ville du monde. Mais il y a plein d'autres villes. Par contre, ce moment-là, alors que Paris a déplacé le feu d'artifice, alors que toutes les grandes villes ont décidé de faire la fête le 13 et pas le 14 pour respecter ces 10 ans, il me paraît que suite au geste qu'avait fait l'OGC Nice, juste au moment où les deux équipes sont rentrées sur le terrain sans mettre de sponsor et tout ça,
faire une minute de silence. Et on rappelle qu'il y a évidemment de nombreuses victimes étrangères qui ont été tuées le soir de l'attentat, et notamment des victimes américaines. Ça pourrait peut-être parler à Donald Trump et pourquoi pas au président de la FIFA, Infantino. Merci beaucoup Livio. En effet, merci à Frédéric Cerulli aussi qui est avec vous à la caméra. Et je vais en profiter pour remercier toutes les autres équipes, nos reporters qui ont suivi cette marche du début à la fin et qui nous ont permis de vous faire partager ce moment de communion et ces témoignages extrêmement touchants. Jean-Pierre Barbero, vraiment, je vous ai vu à plusieurs reprises retenir vos larmes. C'était vraiment un moment de communion très particulier. Et donc merci à Coralie Chaillon, Denise Delahaye, Dominique Poulain, Loïc Blache d'avoir cheminé aux côtés des victimes, des Niçoises, des Niçois, des anonymes, pour nous faire vivre ce premier moment d'hommage solennel, celui qui inaugure cette commémoration des 10 ans de l'attentat de Nice. Nous, eh bien, on vous donne rendez-vous le 14 juillet, évidemment, à midi pour une édition spéciale. À 17h50, rendez-vous sur France 2 pour la retransmission intégrale de la cérémonie officielle. Et puis nous, on se retrouvera à 19h pour une nouvelle édition spéciale. Excellente journée sur l'antenne d'ici Provence-Alpes-Côte d'Azur et à très vite. On allait au feu d'artifice, voir ces étoiles de pas longtemps, qui naissent, qui brillent et puis